qu'il y avait des jours qu'il commençait à travailler assez tôt. D'autres jours, il ne commençait qu'à travailler vers 10 ou 11 heures du soir. Quelquefois, il prenait son travail dans l'après-midi, ce qui était rare, mais tout ce qui était le départ pour commencer de travailler, c'était surtout une grosse question qui jouait, c'était sa santé. Comme il était un grand malade, car il avait des crises d'asthme terribles, et quand il étouffait, il ne pouvait pas se livrer au travail, et il ne prenait rien. Il ne prenait que du café au lait. Bonjour, monsieur. Puisque la guerre retarde la publication de la deuxième moitié de son roman, Proust décide de la remanier de façon radicale. Il conserve la fin originale, mais développe très largement le milieu de l'histoire. Il envisage désormais un roman d'une ampleur sans précédent, une cathédrale de mots. C'est ainsi que les ravages de la Grande Guerre et la vaine poursuite d'Albertine par le narrateur vont remplir de nouveaux volumes de la recherche. Le roman prend une couleur aussi sombre que Paris plongé dans le blackout. Certaines nuits, l'écrivain fréquente un hôtel tout proche, un bordel pour homosexuels, auquel il a donné des meubles qui avaient appartenu à ses parents. S'inspirant des tabous de ce monde interdit, il explore, comme il avait exploré autrefois, les parts inconnues de son chagrin, et s'y laisse sombrer. Il ne faut pas oublier qu'il a étudié sur lui-même les plaies de ses personnages. Une de ces plaies, je n'en parlerai pas, mais vous savez à quoi je fais allusion. Et on ne peut pas être allé plus loin qu'il ne l'a fait dans cet ordre. Race sur qui pèse une malédiction et qui doit vivre dans le mensonge et le parjure, puisqu'elle s'est tenue pour punissable et honteux, pour inavouable son désir, ce qui fait pour toute créature la plus grande douceur de vivre, fils sans mère, à laquelle ils sont obligés de mentir, même à l'heure de lui fermer les yeux. Novembre 1918. Paris célèbre la fin de la guerre. La miraculeuse et vertigineuse paix, écrit Proust. La ville revient à la vie, une vie très différente pour l'écrivain. Les riffs cuivrés de l'air du jazz sont bien loin de l'élégance nonchalante de la Belle Époque. Proust déplore la stupidité universelle que la guerre a laissée dans son sillage et s'inquiète à l'idée que ce public impatient ne saura pas apprécier l'histoire au rythme lent et rêveur qu'il a entamé 5 ans plus tôt avec Du côté de chez Swann. En 1919 paraît le 2e volume de la recherche du temps perdu, intitulé « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Cette fois, le narrateur, adolescent, séjourne dans une station balnéaire du nom de Balbec, où il découvre le bonheur des premières amours. Seul, je restais simplement devant le grand hôtel, quand je vis s'avancer 5 ou 6 fillettes, aussi différentes par l'aspect et les façons, de toutes les personnes auxquelles on était accoutumé à Balbec, qu'aurait pu l'être, débarquée on ne sait d'où, une bande de mouettes qui exécute, à pas compter sur la plage, les retardataires rattrapant les autres en voltant, une promenade. En décembre 1919, À l'ombre des jeunes filles en fleurs obtient le prix Goncourt. Pratiquement tous les journaux français se font l'écho de la nouvelle. Journalistes et photographes se pressent pour interviewer l'auteur, âgé de 48 ans. Mais Céleste ne laisse entrer que quelques visiteurs. C'est elle qui a la lourde charge de tenir à jour le manuscrit de Proust. Elle colle dans les marges des paperoles ces morceaux de papier où l'écrivain note ses innombrables corrections et ajouts. Il reste 5 volumes à publier et Proust n'est pas certain de parvenir à terminer son grand œuvre.
Sa santé se dégrade. Certains jours, de violentes crises d'asthme l'empêchent de travailler. Tenant uniquement grâce à de la caféine pure et à des injections d'adrénaline, il noircit les marges de ses épreuves, ajoutant des détails qui enrichissent le récit, mais retardent d'autant sa publication. En 1920 paraît le 3e volume, Le Côté de Guermantes, qui raille le snobisme de la haute société. Eh bien, en un mot, la raison qui vous empêchera de venir en Italie, demanda la duchesse à Swann. Mais, ma chère amie, c'est que je serais mort depuis plusieurs mois, d'après les médecins que j'ai consultés. Qu'est-ce que vous me dites là? S'écria la duchesse, placée pour la première fois de sa vie entre deux devoirs aussi différents qu'aller dîner en ville et témoigner de la pitié à un homme qui va mourir. En 1922 est publié Sodome et Gomorrhe. Être vue semblait ajouter de la perversité à leur plaisir. Elle voulait faire baigner leur dangereux ébat dans les regards de tous. Et enfin, un soir, dans un coin pas même obscur de la grande salle de danse, sur un canapé, elles ne se gênèrent pas plus que si elles avaient été dans leur lit. Il me disait que certainement la mort le poursuivait et qu'il voudrait finir son œuvre. Et qu'il serait très désolé d'avoir travaillé tant et de laisser tout inachevé. Et un soir, un matin, quand je suis arrivée, il était comme un enfant à qui il aurait trouvé le plus beau jouet du monde et le bonheur le plus parfait. Il me dit: « Oh, chère Céleste, j'ai une grande nouvelle à vous apprendre. » Et je lui ai dit: « Et quoi? Qu'est-ce qui a donc passé de tellement important cette nuit dans cette chambre? » Quelque chose d'immense, quelque chose de tellement bien. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et il se redresse, il me sourit et il me dit: « J'ai mis le mot fin. Je peux mourir maintenant. » Alors je lui ai dit: « Mais qu'est-ce que j'aurais à coller comme petit papier? Et qu'est-ce que vous aurez à écrire comme correction? » Ah ça, ma chère, c'est autre chose. En automne 1922, Proust écrit fiévreusement et cesse complètement de s'alimenter, tirant sa nourriture de son être même, comme le dit Céleste. Il a de plus en plus de mal à respirer sans des fumigations de doses massives de poudre anti-asthmatique. Cette idée de la mort s'installa définitivement en moi, comme fait un amour. Non que j'aimasse la mort, je la détestais. Mais, après y avoir songé sans doute de temps en temps, comme à une femme qu'on n'aime pas encore, maintenant, sa pensée adhérait à la plus profonde couche de mon cerveau, si complètement, que je ne pouvais m'occuper d'une chose sans que cette chose traversât d'abord l'idée de la mort. L'idée de la mort me tenait une compagnie aussi incessante que l'idée du moi. Le 18 novembre 1922, Marcel Proust meurt de pneumonie à l'âge de 51 ans. Pendant 2 jours, amis et admirateurs défilent dans sa chambre pour lui rendre un dernier hommage.
Jean Cocteau est ému par le spectacle des feuillets empilés près du corps, les manuscrits continuant de vivre comme la montre qui tic-tac encore au poignet d'un soldat mort. Les derniers volumes de La Recherche du temps perdu sont publiés quelques années après la mort de leur auteur. C'est un enchantement que cette œuvre existe et qu'elle ait une telle cohérence interne. Elle parvient à traiter de sujets nombreux, liés les uns aux autres d'une façon compréhensible et intelligible, en apportant au lecteur le plaisir intense qui est la marque d'un art extraordinaire. Personne d'autre que Proust n'a approché d'aussi près la conscience individuelle, comme au microscope. On suit l'existence d'un être présent à chaque page de livre, au point qu'on finit par pénétrer dans son esprit. Quand on a vraiment compris Proust, c'est un monde complètement différent qui s'ouvre à vous, un monde proustien. À partir de ce moment-là, il fait partie de votre bagage, de votre mode de pensée et de vous jusqu'à la fin de votre vie. Les jours anciens recouvrent peu à peu ceux qui les ont précédés et sont eux-mêmes ensevelis sous ceux qui les suivent. Mais chaque jour ancien est resté déposé en nous comme dans une bibliothèque immense où il y a de plus vieux livres. Un exemplaire que sans doute personne n'ira jamais demander. Pourtant, que ce jour ancien traversant la translucidité des époques suivantes remonte à la surface et s'étende en nous, qu'il couvre tout entier, alors, pendant un moment, les noms reprennent leur ancienne signification, les êtres leur ancien visage, nous, notre âme d'alors. Par le jour le plus beau, s'éclairait soudain non seulement les tâtonnements anciens de ma pensée, mais même le but de ma vie, et peut-être de l'art.